Ce podcast parle de sexualité et de BDSM. Il n'est pas adapté aux enfants ou aux personnes sensibles. Écoutez-le à vos risques et périls. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Kinkez-vous bien, le podcast qui vous montre qu'il y a autant de façons de vivre le kink et le BDSM que de personnes qui le pratiquent. Aujourd'hui, épisode spécial, épisode Kinkidex. Le Kinkidex, qu'est-ce que c'est ? C'est un lexique du kink et du BDSM, une sorte de kinktionnaire pour discuter de manière plus avancée de certains termes ou pratiques. Je vous laisse déjà un petit Kinkidex écrit sous forme de définition dans les descriptions de chaque épisode. Enfin, je fais ce que je peux parce que je reste très limité en nombre de caractères, donc je fais souvent sauter quelques définitions. Mais là, on fait ça en audio et sans limite pour aller au fond des choses et mettre tout le monde à la page. L'épisode sera peut-être un peu chiant pour les plus instruits, mais qui sait, vous pourriez bien apprendre des choses. Aujourd'hui donc, pas d'invité, je vous emmène tous en classe, et pour le premier Kinkidex, on va voir les bases de la base. On va commencer vite et simple en parlant bêtement de kink et de kinky, on va aussi parler vanille, étrangement ça donnera pas faim, mais surtout on va décortiquer le BDSM et tout ce qui va avec son étymologie. On va donc longuement parler de bondage, de domination, de sadisme et de masochisme, avant de finir par un petit crochet sur les switches et les brattes. Oui, je vous ai dit qu'on ferait les bases de la base, mais au vu de la durée de l'épisode, vous vous doutez bien qu'on ne va pas seulement lire des définitions Wikipédia. On va un peu pousser le sujet, faire un peu de prévention quand c'est nécessaire, bref, pour une fois, dans Kinkez-vous bien, on va parler sérieusement. Je vous en voudrais pas si vous décidez de faire l'école buissonnière. Et pour ceux qui ne voudraient entendre parler que d'un sujet ou deux en particulier, exceptionnellement dans KVB, vous avez les timecodes en description. Le Kinkidex est un format qui reviendra régulièrement sur le podcast, environ tous les 5 ou 10 épisodes, histoire de faire des controns. Et pour ceux qui commencent à croire que c'est juste une façon de gagner du temps une semaine pour enregistrer des vrais épisodes en vous sortant une fois de temps en temps un épisode de l'arnaque sans invité, eh bien oui, totalement. Vous avez tout compris. C'est totalement une marouflardise de ma part. Mais c'est une arnaque utile, donc bon. Avant de commencer, je précise quand même que je ne prétends pas être un expert ES-BDSM. Je ne suis pas sexologue, je ne suis pas sociologue, et ces épisodes ne sont pas des cours magistraux. S'il existe autant de kink et de BDSM que de personnes qui le pratiquent, ça veut dire qu'il n'existe en aucun cas une simple vérité qui pourrait être enseignée. Mon but ici est seulement de donner certaines bases, aussi consensuelles que possible, sur les termes et pratiques qui font le BDSM. Ne serait-ce que pour permettre à tous les auditeurs de KVB, novices ou confirmés, de comprendre d'une même oreille ce qui est dit dans le podcast. Le vocabulaire kinky, dont la méconnaissance ne devrait pas faire stigmate d'exclusion, et dont les nuances sont de toute façon une telle tannée que même les plus experts s'y en mêlent les pinceaux, mais aussi parler des implications et risques de certaines pratiques, parfois méconnues, même des personnes se disant maîtres de ces pratiques. Voilà, maintenant que je me suis bien couvert, prenez place dans le bambus magique et commençons cette excursion sur les bases du kink. Le podcast s'appelle Kinkez-vous bien, mais qu'est-ce que c'est le kink ? Qu'est-ce que c'est être kinky ? Déjà, on peut traduire bêtement kinky par coquin et kink par coquinerie. On peut donc dire que ça peut respectivement vouloir dire pervers et perversion. Globalement, cela va englober toute sexualité ou élément de sexualité qui sort des carcans les plus classiques. Les plus puritains pourraient dire que devient kinky à peu près tout ce qui sort de la missionnaire maritale et procréatrice du lundi soir. Mais sans aller jusque-là, je pense que vous avez compris l'idée. On peut parler de vie kinky ou de kinky life pour parler de tout ce qui a trait à la sexualité débridée, et ce, même en dehors du sexe lui-même. Tout comme on peut parler de kinky sex pour justement référer à cette sexualité débridée. Il faut comprendre que tout ce que je vous dis là vient d'une nuance de langage bien française sur ce mot anglais, car dans sa langue d'origine, le mot kinky voulant tout simplement dire coquin, il indique réellement tout ce qui a trait au sexe ou à l'érotisme. C'est pour ça par exemple que sur des sites internet anglophones, on va plus souvent voir utiliser le mot fétiche pour parler de sexualité avancée, alternative ou débridée. Mais donc voilà, on est sur des trucs simplissimes et pourtant c'est déjà le bordel. Vous comprenez pourquoi je suis obligé de faire des épisodes spéciaux vocabulaire, hein. Enfin, le mot kink va aussi pouvoir être utilisé pour désigner les goûts kinky. Par exemple, la question « Quels sont tes kinks ?» demande donc quels sont les goûts de la personne en matière de pratiques sexuelles ou assimilées. Pareil pour le terme kink shaming que vous avez sûrement déjà entendu, qui correspond donc à stigmatiser quelqu'un pour ses goûts en matière de sexualité. On va opposer le kink et le kinky au vanille. Le vanille, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, même si c'est lié, ça n'a rien à voir avec la vanille. La vanille, c'est dans votre dessert, le vanille, c'est dans votre plumard. Le vanille, c'est donc la sexualité dite classique. Le terme vanille, ou plutôt vanilla, vient tout bêtement de la glace à la vanille américaine, celle que vous retrouvez dans les sundaes du McDo. Vous voyez ? Cette fameuse glace blanche et sans goût, la fameuse glace au rien. Le terme vanille vient donc de là. C'est une forme de raillerie pour désigner une sexualité sans saveur. On va donc parler de sexe vanille pour parler d'une sexualité dite classique, sans kink particulier, mais on va aussi parler de vie vanille pour parler d'une vie en dehors de leur vie sexuelle ou kinky, par exemple la vie professionnelle ou familiale.
On va également parler des vanilles lorsque l'on est entre personnes kinky pour désigner le reste du monde, les personnes qui ne partagent pas la kinky life. Pour parler de ces personnes vanilles, certaines personnes commencent également à user d'une référence à Harry Potter en les appelant les moldus. Si vous avez la ref, vous comprenez évidemment la blague. Enfin, on peut aussi parler de spicy vanilla ou vanille épicée pour parler de sexualité intermédiaire, c'est-à-dire une sexualité plutôt vanille mais avec juste quelques soupçons de kink, par exemple quelques fessées ou des mots crus. Retenez quand même que la différence entre vanille et vanille épicée, tout comme celle entre vanille épicée et kinky ou BDSM, n'est qu'une question de point de vue. Il n'y a pas de frontières bien délimitées en fonction des pratiques ou du nombre de claques sur le cul. Chacun se désigne un peu comme il l'entend. Mais à propos de claques sur le cul, on va commencer à attaquer le gros de la leçon d'aujourd'hui. On va parler BDSM. BDSM, c'est un acronyme qui signifie bondage, domination, sadisme et masochisme. Bon, certaines personnes se battent pour glisser d'autres mots silencieux au milieu de ces initiales, mais bon, comme au final le terme finit par désigner la même chose, on va se concentrer sur cette version qui est la plus simple et la plus partagée. Pourquoi est-ce qu'on ne dit plus simplement SM mais BDSM ? Tout simplement parce que SM, sadomasochisme, fait référence exclusivement aux jeux impliquant de la douleur. Or, au fil des années, des études sur le sujet et de la démocratisation de la chose, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne cherchaient pas forcément la douleur, mais davantage un échange de pouvoir, la domination et la soumission. Étymologiquement, le terme SM ne pouvait donc déjà plus convenir. Et comme il y a également des personnes intéressées uniquement par les jeux d'entrave, mais sans les jeux de douleur ou de pouvoir, on a donc également rajouté le mot bondage. Le terme BDSM a beau être encore tout jeune, il faut bien comprendre que les pratiques et pulsions qu'il désigne n'ont absolument rien de récent ou de New Age. Même si elles peuvent être influencées, les pulsions et envies BDSM n'ont rien de sociétal. Elles sont pour la plupart chimiques et animales, et donc croyez bien que dès l'âge de pierre, on avait des ancêtres qui allaient se prendre le cul au fin fond de leur caverne en se pinçant les tétons et en se traitant de mammouth velu parce qu'ils aimaient ça. Alors avant de continuer, petit coup de wok rapide, il n'y a pas de prédisposition de genre ou de sexe dans le BDSM. Homme, femme, transgenre, agenre, intersexe ou autre, tout le monde peut occuper le rôle de son choix dans le cadre BDSM. Avant même de penser à ce podcast, je recevais parfois des messages d'inconnus me demandant mon avis sur la hiérarchisation des genres dans le BDSM. Comme quoi les hommes seraient au-dessus, puis les femmes, puis les trans. Bref, que de la connerie. Les idées comme quoi les femmes seraient moins capables de dominer, que de la connerie. Alors certes, on vit dans une société patriarcale qui laisse des traces et on a donc moins de femmes qui vont oser la domination ou qui vont être moins tentées par la domination que les hommes, mais absolument aucune différence biologique vis-à-vis du genre en BDSM. D'ailleurs, toute pratique, même génitale, a sa variante de genre et ses adeptes. Maintenant que c'est dit, il doit y avoir une bonne centaine d'histoires sur l'acronyme BDSM, mais vraisemblablement aucune n'est intéressante, alors intéressons-nous plutôt au sens de chacune de ces initiales. Le bondage fait référence à toute pratique liée aux entraves. Les cordes, que ce soit un simple nœud, du shibari, du kinbaku ou toute autre manière d'attacher, les menottes, les sangles, du cellophane, du ruban adhésif, un étau industriel, une file d'attente de la poste, tout ce que vous voulez, tant que ça vous empêche de bouger. Certains vont même jusqu'à y ajouter les pratiques de privation et d'altération sensorielle. Mais on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est déjà trop le bordel. Après la fessée et le dirty talk, le bondage est LA pratique BDSM la plus accessible et démocratisée. Depuis une décennie en France, on trouve même facilement des cours ou initiations au shibari sans même que ce soit affilié à la sexualité, sous couvert de son caractère artistique, lui offrant les plus belles pages d'Instagram. Et d'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à suivre Kinkez-vous bien sur Instagram ou tout autre réseau, Twitter, Facebook ou FetLife. Mais pour en revenir aux formations, justement ces formations sont bien nécessaires car même si la pratique du bondage est ultra accessible, elle cache de gros risques pour les non-initiés. La pratique du bondage comporte 5 risques majeurs. Risques cutanés, musculaires, nerveux, sanguins et respiratoires. Le risque cutané va avoir lieu principalement quand on utilise de mauvais équipements, mais pas seulement. Par exemple, si on veut attacher quelqu'un avec de l'adhésif, il faut faire attention aux réactions que peut avoir la peau de la personne à l'adhésif précis. D'ailleurs, sachez qu'il existe du scotch spécial BDSM que vous trouverez dans n'importe quel sex shop physique ou en ligne et qui évite ce problème. L'utilisation de menottes peut facilement provoquer des ecchymoses sévères ou des déchirures cutanées que l'on ne sentira pas forcément pendant la séance, mais qu'on pourra voir et sentir longtemps après. Ceux qui ont fait de la garde à vue pourront vous le dire, et retenez que c'est plus compliqué qu'on le pense de cacher ses poignets. Enfin, pour les cordes, on n'attache pas quelqu'un avec des cordes d'escalade ou de voile. Là aussi, il y a du vrai matériel fait pour ça, sinon attention aux brûlures. D'ailleurs, conseil perso, évitez les cordes dites BDSM en nylon. Prenez du naturel, traité, ça vous coûtera plus cher, mais vous me remercierez. Le risque musculaire est assez léger, mais il vous fera chier quand même. Engourdissement et douleur peuvent durer jusqu'à plusieurs jours. Et c'est un risque d'autant plus con qu'il peut facilement se réduire en faisant les choses correctement. Le risque nerveux, en revanche, est une véritable saloperie qui pourra vous pourrir la vie, et ce peut-être même jusqu'à la fin de vos jours. Plisser ou froisser un nerf au point de provoquer des douleurs chroniques ou des difficultés de mouvement est tristement plus difficile qu'on ne le croirait. On le voit surtout dans la pratique des cordes. Le risque nerveux est d'autant plus fourbe que beaucoup de personnes pratiquant depuis très longtemps et même des formateurs ne vont pas forcément tout savoir sur comment l'éviter.
Et on compte malheureusement un trop grand nombre de formateurs dangereux enseignant des pratiques dont ils ignorent certains risques consciemment ou non. Ça a l'air dingue, mais oui. Moi-même j'ai entendu de nombreuses histoires sur des personnes faisant des formations en s'autoproclamant maître des cordes, alors que un ou plusieurs de leurs partenaires avaient été diagnostiqués avec des douleurs chroniques au poignet ou à la cheville dues à une mauvaise pratique des cordes. En même temps, c'est pas comme si enseigner les cordes était une pratique agréée nécessitant un diplôme d'état. Pour certains, c'est devenu le nouveau yoga, on fait des cours pour pécho. Pour éviter cela, un seul moyen. Faites-vous former, mais pas qu'une fois. Et faites-vous former par plusieurs personnes différentes. Recueillez un maximum d'avis différents sur la pratique et maximisez la prudence. Aussi, même si ça peut être compliqué quand on est novice, essayez de recueillir des avis sur les initiations que vous essayez de faire et surtout sur leurs formateurs. Après, il y a donc le risque sanguin. Ça, c'est l'effet garrot. Extrêmement rare car nécessitant des séances très dures et surtout très longues, mais le problème reste existant, d'autant que la sensibilité de chacun reste différente. Je donne toujours en exemple une histoire qui m'est arrivée quand je travaillais en hôpital, à savoir une séance de corde dont je n'ai pas eu les détails, mais qui avait visiblement très mal tourné puisque la femme attachée avait donc dû être amputée d'une main à cause d'un effet garrot. Car oui, le risque sanguin on va pas être sur une douleur ou une incapacité, non, on parle d'amputation. Enfin, il y a donc le risque respiratoire. Alors évidemment, on va éviter d'attacher une personne au niveau de la gorge ou entraver ses voies respiratoires, mais quand on parle de risque respiratoire en bandage, c'est surtout pour parler de ce que l'on appelle les asphyxies positionnelles. Les asphyxies positionnelles, ou asphyxie posturale, c'est un risque inhérent à beaucoup de contentions physiques, mais trop souvent ignoré, car tout simplement il n'apparaît pas évident d'y penser. L'asphyxie positionnelle fait donc référence à toute mise en position du corps comprimant une partie de l'appareil respiratoire. Par exemple, en comprimant ou en courbant un peu trop le thorax, la pression sur le ventre et les organes internes finit par faire pression sur les poumons, entravant ainsi la respiration. C'est un risque particulièrement dangereux, car si la personne ne peut plus respirer, elle ne pourra pas vous le dire. On ne peut rien dire sans air, mais on ne peut rien dire ou faire non plus quand on est inconscient. Or, l'asphyxie partielle peut rendre une personne inconsciente sans même qu'elle s'en rende compte. De plus, ces effets pouvant varier en fonction de la moindre fluctuation du corps et ces risques allant croissant avec le rythme cardiaque et donc avec l'excitation, le temps que l'attacheur se rende compte que l'attaché a un problème, celui-ci peut déjà être mort. C'est un risque à ne surtout pas minimiser car même les jeux de respiration contrôlés comportent un grand nombre de risques insoupçonnés dont on parlera dans un autre épisode. Mais donc, pour réduire tous ces risques au maximum, une seule solution, faites-vous initier, faites-vous former. Même si vous ne voulez être que du côté receveur et donc seulement vous faire attacher, faites-vous initier, faites-vous former. C'est essentiel pour savoir si la personne qui vous attache est en train de faire des conneries, ou même tout simplement pour savoir quand les choses vont mal, et c'est beaucoup plus subtil qu'on ne le croit. Enfin, même quand vous vous serez fait former et que vous aurez bien pratiqué, continuez à vous faire former. Non seulement vous réduirez les risques, mais en plus vous apprendrez des trucs sympas. Et puis si attacher ou vous faire attacher c'est votre truc, une formation ne pourra qu'être qu'un moment de kiff, donc foncez. Comme je le disais, il y a des formations trouvables dans toutes les grandes villes de la francophonie et même dans beaucoup de moyennes. Tapez le nom de votre ville ou de votre département, suivi des mots shibari ou kimbaku, et vous trouverez votre bonheur en un rien de temps. Pour vous aider, je vous mets en description le lien d'un cordeur montpelliérain assez réputé du nom de Morphée Kimbaku, qui a fait une liste d'organisations de cordes à plusieurs coins de la France. C'est pas exhaustif, mais ça peut être un début. Les formations n'ont généralement rien de sexuel. Le plus souvent, c'est dans un dojo de karaté ou une salle de danse qui a besoin de mutualiser les loyers, et ça se fait en jogging, donc vous n'aurez pas besoin de vous déshabiller plus que ça. À la limite, on vous demandera seulement d'enlever le 3e pull. Mais surtout, retenez ce que je vous ai dit, renseignez-vous autant que possible sur les formateurs, et ne vous contentez ni d'une seule formation, ni d'un seul formateur. Oui, ça a l'air chiant et coûteux, et d'ailleurs ça l'est, mais dites-vous que c'est un peu comme prendre des cours avant de conduire une bagnole. Sans formation, on est dangereux pour soi-même et pour les autres. Passons donc à la deuxième lettre de BDSM, la domination, même si certains vont préférer parler de discipline. La domination et la soumission, qu'on peut aussi appeler rapport DS, D/S, à première vue, c'est assez simple à comprendre, un échange de pouvoir entre partenaires. La personne dominante contrôle la personne soumise. Sauf qu'en pratique, c'est bien plus compliqué que ça. Déjà, eu égard aux principes fondamentaux du consentement, ce n'est pas le dominant qui prend le contrôle du soumis, non, c'est la personne soumise qui offre le contrôle à la personne dominante. Ce détail a l'air très con et pourrait même être taxé de pinaillage, mais ce détail est précisément ce qui contre tout argument moralisateur contre les jeux de domination. Non, une personne soumise ne se laisse pas diminuer et utiliser par un autre en contradiction de tout instinct de survie ou idéaux égalitaristes ou féministes. Non! La personne soumise offre sa soumission à quelqu'un qu'elle a choisi pour prendre son pied. Une personne soumise dans une relation BDSM saine n'est en aucun cas une personne soumise par la peur, et elle n'est pas non plus une personne inférieure au dominant. Beaucoup de personnes disent même que, contrairement à ce que l'on peut penser, la personne soumise est en fait la plus puissante des deux. Cependant, pour donner mon avis personnel, je ne partage pas cette opinion. À mon sens, les forces sont équitables entre les partenaires, mais elles sont seulement réparties différemment.
Je ne sais pas si la métaphore parlera à beaucoup, mais si on devait comparer une relation BDSM sainement consentie à un régime politique républicain moderne, la personne dominante occupe le pouvoir législatif. En jeu, c'est le dominant qui mène la barque, choisit ce qui va se passer et à quelle vitesse. Et donc oui, c'est le dominant qui va faire sa loi. Mais la personne soumise n'est ni plus ni moins que le président de l'exécutif, avec le choix de faire ou de ne pas faire, grâce à un inaliénable droit de veto sur absolument tout ce qui peut être proposé. Du choix du partenaire au lancement et à l'avancée de chaque jeu. Et enfin, pour le juridique, à savoir déterminer si quelqu'un a merdé, c'est le mélange des deux. Chacun a sa part. Puisque globalement ça touche au consentement et que le consentement touche autant le dominant que le soumis. Mais continuons. Certains vivent avec l'idée que pour devenir dominant, il faut avoir été soumis, et d'une certaine façon gagner du galon, ou en tout cas gagner en expérience, jusqu'à être prêt à dominer soi-même. Alors il n'y a pas de mal à faire comme ça si c'est votre truc, mais penser que c'est un passage obligatoire n'est définitivement qu'une idée reçue transmise par de mauvaises œuvres populaires. Ceci n'est absolument pas une règle, une ligne de conduite ou même un conseil. Ne faites ça que si c'est votre envie. Un rapport DS peut se définir de manière extrêmement compliquée, car comme je le dis à chaque début d'épisode, il y a autant de BDSM que de personnes qui le pratiquent. Et ceci est très visible dans les infiniment multiples manières qu'il y a de dominer ou de se soumettre. Tout, jusqu'au vocabulaire le plus simpliste, va pouvoir varier d'une personne à l'autre. C'est donc pour ça que la communication est extrêmement importante dans ce genre de relation. On reviendra sur les conseils et outils en matière de communication kinky dans un autre épisode spécial, peut-être même plusieurs épisodes spéciaux en fait, mais de toute manière, vous verrez au fil des épisodes classiques que personne n'a la même vision. Chacun a ses méthodes. Montrer cette diversité est justement l'un des buts de ce podcast. Et c'est aussi pour ce principe que, quoi qu'il puisse être dit sur le BDSM, en dehors des règles de base comme le consentement ou l'hygiène, on ne peut jamais donner que des idées, pas des lignes directrices. Le BDSM n'a pas de vérité absolue et il n'a pas de manuel. Une relation DS est comme une relation vanille. Si en plusieurs millénaires de littérature en tout genre sur les relations amoureuses, on n'a toujours pas de bons conseils à part soyez vous-même et communiquez entre vous, vous pensez bien que le BDSM n'a pas trouvé de formule magique. Passons maintenant au sadisme. Le sadisme, c'est pas nouveau. Bon, comme je le disais, aucune pratique BDSM ou sexuelle n'est réellement nouvelle, à moins évidemment de nécessiter des technologies récentes comme l'électricité, mais là je parle du mot qui n'est pas nouveau. Pour les cancres du fond de la classe, le terme sadique est une invention bien de chez nous, une production française, messieurs dames, faisant référence à l'écrivain Donatien Alphonse François de Sade, communément appelé Marquis de Sade, mais que personnellement j'appelle Daf le dégueulasse. La première mention du terme sadisme date de 1834, à peu près 20 ans après la mort de Daf le dégueulasse, et le mot est doté de la définition suivante. Aberration épouvantable de la débauche, système monstrueux et antisocial qui révolte la nature. Alors bon, vu les dégueulasseries ultra hardcore du type à qui ça fait référence, on peut comprendre la hargne, mais rassurez-vous, maintenant on a inventé le consentement et ça va vachement mieux. Une personne sadique est une personne qui aime infliger de la douleur émotionnellement et ou physiquement à une autre personne. Les raisons derrière ces pulsions sont assez évidentes pour que je ne m'attarde pas dessus, on retrouve du sadisme évidemment à travers toute l'histoire de l'humanité et même dans le règne animal. Il s'agit d'une pulsion tout ce qu'il y a de plus naturel, et donc il n'y a pas à en avoir peur tant qu'elle n'est appliquée que sur des personnes consentantes. Et ça tombe bien parce que des personnes consentantes pour ça, il y en a, ce sont les masochistes. Le masochisme est un terme inventé peu après le précédent, en 1880. Celui-ci nous vient d'un tout petit peu plus loin puisqu'il fait référence à Léopold von Sacher-Masoch, écrivain né en actuelle Ukraine mais à ce moment-là en Empire autrichien. La vie du mec a l'air relativement intéressante puisque traversant la moitié de l'Europe et ses conflits, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Une personne masochiste, c'est donc une personne qui aime recevoir de la douleur, émotionnellement et ou physiquement, de la part d'une autre personne. Mais vous l'aurez bien compris, ce n'est pas une bête inversion des pôles du cerveau. Un masochiste ne va pas aimer toute souffrance qui lui est infligée, mais trouvera du plaisir dans certaines douleurs reçues dans certains contextes. Le fonctionnement du plaisir masochiste n'est pas uniquement psychologique. Il trouve ses bases dans la production hormonale et principalement lié à la production d'endorphines. L'endorphine, si vous ne savez pas ce que c'est, dirigez-vous vers la tablette de chocolat la plus proche et mordez dedans. C'est bon, vous kiffez ? Ben voilà. Cette sensation de plaisir qui coule en vous, c'est ça de l'endorphine. Bon, après si vous n'aimez pas le chocolat, ce test marchera pas trop, mais d'un autre côté, si vous n'aimez pas le chocolat, est-ce que votre vie a vraiment du sens ? L'endorphine, c'est donc l'hormone du plaisir, mais pas seulement. Elle fait également office de morphine antidouleur sécrétée par notre système nerveux central. Le cerveau sécrète donc de l'endorphine pour provoquer du plaisir, que ce soit pour un orgasme, la réception d'un compliment ou une bonne raclette, mais il en sécrète donc également en cas de douleur pour vous éviter de trop souffrir et vous encourager à endurer cette peine. Or déjà, il y a le fait qu'on est tous câblés différemment et que l'on est donc tous susceptibles d'avoir un cerveau qui devient un dealer généreux, mais aussi tout simplement, à partir du moment où la douleur devient désirée, elle devient déjà moins forte. C'est un principe simplement vérifiable, faites-vous mordre ou pincer par accident, puis reproduisez exactement la même force de pincement ou de morsure, mais cette fois volontairement, et vous verrez que la douleur est moins forte la deuxième fois. Mais en plus de ça, en recevant cette douleur consentie, vous recevez toujours la même dose d'endorphine antidouleur, et encore à ça, on ajoute une seconde dose pour la satisfaction.
Que ce soit la satisfaction d'avoir reçu ce que vous vouliez, ou celle de partager un moment d'intimité avec la personne que vous désirez ou aimez. Les raisons de se sentir satisfait sont évidemment infinies et propres à chacun. Mais donc si vous additionnez la douleur moins forte avec des doses d'endorphine plus élevées, eh bien vous obtenez du plaisir. Alors attention, je suis pas neurologue, ce que je dis là est une version ultra simplifiée de la chose, mais si vous vous demandez si une personne masochiste a un problème dans sa tête pour aimer qu'on lui fasse mal, eh bien cette explication vous montre assez simplement que non. D'ailleurs, si on y réfléchit, la capacité inconsciente de hacker son cerveau pour recevoir du plaisir au lieu d'une douleur relève plutôt du super-pouvoir que de la pathologie. Mais qui est encore plus doué pour profiter de la vie ? Les switch. Le terme switch pourrait ici se traduire littéralement par alternateur. On parle de personnes switch pour désigner des personnes capables d'alterner entre côtés dominant et soumis, et ou entre sadisme et masochisme. En termes ultra simplistes, on pourrait dire qu'ils sont la version BDSM des bisexuels. Ils peuvent tout autant assouvir des envies dominantes et ou sadiques que des pulsions soumises et ou masochistes. Cela peut varier en fonction du partenaire, du contexte, de l'humeur, de l'envie du moment ou autre. On va user du verbe switcher pour justement parler de l'action d'alterner entre ces rôles. Une personne switch peut donc switcher quand elle change de partenaire, mais un couple de personnes switch peut alterner d'un soir à l'autre, ou d'un jeu à l'autre, ou même au milieu d'un jeu, se renverser l'un l'autre pour gagner ou offrir le contrôle, alterner les plaisirs pour encore plus de plaisir. Une personne switch ne va pas être obligatoirement à 50% soumise, 50% dominante. Le plus souvent, on va trouver une prédominance pour un côté ou l'autre, mais encore une fois, chacun gère comme il peut. On peut avoir des personnes majoritairement dominantes mais qui vont se laisser soumettre une fois de temps en temps, tout comme on peut avoir des personnes majoritairement soumises, qui, à l'occasion ou avec les bons partenaires, vont être capables de dominer. Et encore une fois, les envies derrière le switch sont absolument incalculables. Dans certains cercles BDSM, les personnes switch peuvent rester incomprises, raillées sous le prétexte que ces personnes n'auraient simplement pas encore choisi s'ils sont dominants ou soumis. C'est pour cela que je faisais le rapprochement simpliste entre les switch et les bisexuels. Car ce podcast a beau être bienveillant avec tout le monde et vouloir offrir une voix à tous, on peut difficilement trouver plus con, arriéré et réfractaire que des personnes qui en excluent d'autres, simplement parce que leur BDSM a davantage de facettes. Alors bien heureusement, ce genre de choses se font de plus en plus rares, mais on entend encore quelques témoignages allant dans ce sens. À la limite, si vous entendez quelqu'un mal parler des Switch, conseillez-lui cet épisode. Si ça le calme pas, ça pourra l'éduquer, et au pire, moi ça me fera une écoute en plus, c'est toujours ça de prix. Comme je le dis à chaque épisode, il y a autant de BDSM que de personnes qui le pratiquent. Les Switch ont simplement tout compris et réussissent à tirer le meilleur des deux mondes. Il n'y a rien à mépriser là-dedans, à la limite seulement des choses à jalouser quand on n'en est pas capable. Enfin, il ne faut pas confondre les Switch avec ce que l'on appelle les brats. Alors déjà, à mon grand regret, non, les brats n'ont rien à voir avec les Bratislava Boys. Et ce même s'ils se mettent à chanter Kouloukoukou Stache Tache quand vous leur claquez le cul. Brat peut se traduire par insolent, désobéissant ou rebelle. Et ça tombe bien parce que c'est exactement la même chose pour le BDSM. Une personne brat, c'est donc une personne le plus souvent soumise, qui d'une manière ou d'une autre apprécie de jouer d'insolence, de se rebeller contre le dominant, qui va se montrer désobéissante face aux ordres. La différence avec une personne switch est que la personne brat ne cherche pas à renverser le rapport de force, seulement à le troubler ou à le contester. J'insiste un peu sur ce point car il m'arrive encore régulièrement de rencontrer des personnes novices se disant switch alors qu'elles sont en fait des brats, et inversement des personnes se désignant comme brats alors qu'après discussion on se rend compte qu'elles sont plutôt des switch. Le vocabulaire kinky et BDSM est une véritable tannée du fait des multiples définitions subjectives donnant à chaque terme plusieurs définitions différentes et inversement, mais le consensus est vraiment très simple sur ces deux termes. Trouver les bons mots pour se désigner et se qualifier est une bonne manière d'apprendre à se connaître quand on débute, alors autant éviter de se tromper. On va user du verbe bratter pour parler du fait de réaliser une ou plusieurs de ces formes de rébellion ou d'insolence. Il existe une infinité de façons de bratter, cela peut aller de la résistance physique ultra sévère où la personne va lutter contre son dom comme si sa vie en dépendait, tout comme cela peut se limiter simplement à l'acte insolent de répondre. Des formes de désobéissance plus ou moins légères comme la contestation systématique des ordres, ou tout simplement jouer sur les mots pour détourner l'ordre qui a été donné. Les raisons derrière le brat sont tout aussi nombreuses. Cela peut être pour tester le partenaire, mesurer s'il est digne de dominer, une envie de ne pas s'abandonner à la soumission et donc de garder une part active, cela peut aussi être pour pimenter le jeu, faire de l'animation pour ne pas se contenter de jouer l'étoile de mer, ou tout simplement une envie de faire chier par pur amour de l'humour. Et dernier point de vocabulaire, le pendant du brat c'est le tamer, ou brat-tamer, que l'on peut traduire par dompteur, quelqu'un qui va savoir canaliser ou briser une personne brat pour réussir à obtenir obéissance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et oui, l'épisode est vachement plus court, mais je pense qu'une seule leçon en plus et vous auriez explosé. Et puis, j'ai déjà admis que c'était l'épisode de l'arnaque. Je vous ferai bien la blague de vous demander de faire les exercices 6 et 9, page 69 de votre livre de kink, mais à la place, je vais plutôt vous demander de me dire ce que vous avez pensé de ce format Kinkydex. Si c'était intéressant, si mes coups de gueule étaient les bienvenus, si vous avez appris des trucs qui vous ont été utiles, si ma voix toute seule sans invité ne vous a pas fait trop chier, si vous avez des demandes pour un prochain épisode du genre, bref, lâchez-vous. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de rejoindre Kinkez-vous bien sur le réseau social de votre choix, Instagram, Twitter, Facebook, FetLife, et de nous contacter par message ou de laisser un commentaire sur l'un de nos posts. Retenez juste que c'est le premier, donc j'étais obligé de faire les bases de la base, ça sert à rien de me dire que j'ai dit des choses que tout le monde sait.
D'autant que c'est faux, je suis sûr que vous connaissiez pas le surnom d'Af le dégueulasse. Dans tous les cas, likez, abonnez-vous, notez le podcast avec plein d'étoiles, partagez l'épisode, c'est comme ça qu'on avance. L'arrivée de Kinkez-vous bien que j'ai promis à certains sur YouTube et l'arrivée des extraits sur TikTok devrait arriver sous peu. J'ai déjà fait une grande partie du taf, mais c'est juste qu'en vrai j'ai un peu la flemme. Et puis il y a d'autres petites choses qui me font bouder l'export du podcast en vidéo dont je vous parlerai peut-être plus tard. La semaine prochaine, retour aux épisodes classiques. Il me reste encore 2 épisodes enregistrés avant le lancement, mais normalement à la sortie de cet épisode, on a déjà commencé de nouvelles sessions d'enregistrement. Donc peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je devrais déjà pouvoir être en mesure de vous mettre un épisode tout frais avec vos commentaires et vos questions. Mais pour l'heure, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, kinkez-vous bien. Hey, j'allais oublier, le sondage concernant la coupe des épisodes en plusieurs parties est terminé. En cumulant les sondages des différents réseaux sociaux, mais aussi les messages privés et les discussions que j'ai eues avec plusieurs auditeurs, c'est le oui qui l'emporte pour la coupe des épisodes. Les prochains épisodes de KVB dépassant 1 heure seront donc coupés en plusieurs parties, mais attention, rassurez-vous, le rythme de l'épisode ne sera pas modifié, il y aura juste une coupe. Et ensuite, surtout, toutes les parties sortiront le même jour, donc il y aura aucun problème pour que vous puissiez dévorer votre épisode d'un coup. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Bisous fessés.